36 heures se sont écoulées donc depuis la destruction de ce barrage. Il y a des éléments nouveaux, il y a des hypothèses nouvelles également. On va les examiner et puis on va en parler de ça, donc du pourquoi, enfin plutôt du qui, du comment, et on va parler du pourquoi aussi, c'est-à-dire l'impact que peut avoir, au-delà de l'aspect psychologique, au-delà de reprendre l'initiative, effectivement, de la destruction de ce barrage. 5 questions, 5 réponses, 36 heures après. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors 5 questions. La première, sur la responsabilité factuelle de cette destruction. Nouvel élément de la journée, les Russes auraient donc déjà piégé ce barrage dans le passé, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, nous avons retrouvé cette image, elle a exactement 8 mois. Les Russes avaient déjà fait sauter une partie du barrage parce qu'à l'époque, ils étaient en train de perdre Kherson et pour freiner l'avancée des Ukrainiens, ils avaient endommagé l'édifice parce que justement, cela pouvait être une voie de passage pour l'armée de Kiev. Finalement, ils avaient réussi à en garder le contrôle. On montrait aussi ces images hier, vous allez les voir, qui indiquent qu'avant le 6 juin, une partie du barrage, en l'occurrence une portion de la voie routière, était portée manquante. On le voit très nettement ici. Bref, oui, les Russes ont déjà manié l'explosif à cet endroit-là. Et les renseignements ukrainiens, eux, avaient toujours indiqué que les Russes, dès leur arrivée, avaient piégé ce barrage. Mais là, c'est évidemment difficile de démêler le vrai du faux. On entend une autre hypothèse, Justine, depuis ce matin. Cette destruction pourrait être liée à l'usure de l'ouvrage. L'usure de l'ouvrage et non pas à une explosion télécommandée d'une certaine manière, une explosion organisée en tant que telle. Oui, c'est la piste avancée par le lieutenant-colonel Tom Simoens. Il est historien à l'École royale militaire de Belgique. Et pour lui, cette destruction n'est peut-être pas volontaire. Je suis de plus en plus convaincu que ni les Ukrainiens ni les Russes n'ont fait sauter le barrage de Novakakovka, mais qu'il s'est effondré en raison de bombardements antérieurs et de l'usure du temps. Allusion aux dégradations dont on vient de parler, allusion aussi au fait que jusqu'à février 2022, ce barrage était géré par des ingénieurs ukrainiens avant que les Russes en prennent le contrôle et qu'ils se soient montrés visiblement moins soucieux du bon état des lieux. Mais Tom Simoens avance un autre argument. Le niveau de l'eau dans le lac était extrêmement élevé, ce qui crée une forte pression sur le barrage. En temps de paix, il aurait été capable de faire face à cette situation, mais pas en étant endommagé. Eh bien là encore, nous avons vérifié. Et c'est vrai aussi que depuis quelques mois, le niveau de l'eau derrière ce barrage a beaucoup varié. On le voit, dans un premier temps, les Russes ont, semble-t-il, pompé le lac pour alimenter d'autres retenues d'eau. Mais depuis environ 3 mois, eh bien, ils ont laissé l'eau monter, on le voit, jusqu'à 17,5 mètres début juin. C'est du jamais vu, contre environ 16 en temps normal. 1 mètre de plus, ça n'a l'air de rien, mais cela peut visiblement jouer. Il est impossible à ce stade de confirmer cette thèse. Il y aurait un moyen de trancher, semble-t-il, qui serait l'existence d'images d'explosion ou de témoignages sur des bruits de détonation. À ce stade, ces 2 éléments n'ont pas été recueillis. Les 2 pistes sont donc à considérer. C'est vrai que c'est une question que je vous poserai, mais s'il y avait eu une explosion, comment imaginer qu'il n'y ait pas un témoignage sonore ou une vidéo, mais ce sont des questions qu'on va aborder. 3e question sur le même sujet, Justine. Les États-Unis, contrairement aux pays européens, n'accablent pas la Russie. C'est vrai ? Eh bien oui, c'est vrai, c'est même une dissonance. Écoutez, John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche, il était interrogé justement à ce sujet hier soir. We've seen the reports that Russia was responsible for the explosion at the dam, which I would remind, Russian forces took over illegally last year and have been occupying since then. We're doing the best we can to assess those reports, and we are working with the Ukrainians to gather more information. But we cannot say conclusively what happened at this point. We will certainly share more information when we can. Pas de certitude à ce stade. Cette déclaration date d'hier et depuis, les Américains ne sont pas revenus sur cette position. Et petit coup de théâtre, il y a quelques instants, Londres s'aligne désormais sur cette position américaine. James Cleverly, c'est le chef de la diplomatie britannique, voilà ce qu'il dit. Nous ne nous exprimerons pas tant que nous ne disposerons pas de tous les éléments d'information disponibles. Nous allons donc pêcher par excès de prudence sur cette histoire. Donc c'est un peu un rétropédalage de Londres, parce qu'au départ, ils étaient très
très affirmatif. 4e question, on commençait à l'évoquer hier. Est-ce que cette destruction bouleverse les plans ukrainiens pour la contre-offensive ? Bien, si l'on en croit Volodymyr Zelensky, pas du tout. La destruction du barrage de Kakhovka n'affectera pas les plans de contre-offensive de Kiev. Il faut sans doute distinguer 2 choses. D'abord, cela signifie qu'une grande opération visant à traverser le Dniepr et à attaquer ici est rendue beaucoup plus difficile, mais les experts estiment qu'elle était déjà trop périlleuse pour être envisagée. Car le fleuve, à cet endroit-là, était très large, même avant l'explosion. Il débouche côté est, côté russe, donc sur une immense zone marécageuse, ce qui est extrêmement compliqué pour des brigades mécanisées, pour des chars lourds ou encore pour des canons mobiles. En revanche, cette action peut-elle déstabiliser l'état-major ukrainien ? Je laisserai vos invités trancher sur ce point. Dernière question et dernier élément d'appréciation, parce qu'on s'interroge toujours dans ces cas-là sur à qui profite le crime. Est-ce que l'armée russe n'est finalement pas autant, voire plus impactée que l'armée ukrainienne par cette destruction ? Eh bien, c'est bien possible. Immédiatement après l'explosion, le commandement russe s'est aperçu que l'eau qui affluait du barrage se déversait bien sûr sur la rive ouest du Dniepr, celle qui est aux mains des Ukrainiens, mais bien plus encore sur la rive est, celle qu'ils occupent eux-mêmes, parce qu'elle est moins haute que celle en face. Elle est très plane, elle est très marécageuse, on l'a dit. Or, cette rive, elle abrite un grand nombre de positions de Moscou, de postes de commandement, de stocks de matériel, de stocks de véhicules. Ici, d'ailleurs, vous allez les voir, 4 soldats russes se prennent en photo avec de l'eau jusqu'à la taille. L'un d'eux, on le voit, fait le V de la victoire. Ça ne ressemble pas particulièrement à une grande réussite. Regardez aussi cette scène, 5 soldats russes avancent eux aussi avec de l'eau jusqu'à la taille pour tenter de fuir les inondations, fusil mitrailleur sur l'épaule pour tenter de leur éviter un bain de boue. Écoutez-les justement. Вот так вот мы уходим, короче, из затопленных островов. Уходим. Тонем, блядь, ну уходим, блядь. Autre image, regardez. Tout simplement parce qu'il y a un grand nombre d'îles dans ce delta du Dniepr. Certaines sont contrôlées par les Ukrainiens, beaucoup sont contrôlées par les Russes. Quel cas ces soldats s'y trouvaient sans doute. Pardon, Justine. Autre image également, regardez. On voit ce petit groupe de fantassins qui fuient en bateau. Ils tentent de remonter le courant du fleuve, mais le débit est tel qu'ils font du surplace. Même difficulté, vous allez le voir, pour ce camion de transport de troupes dans une rue inondée d'une petite ville de la partie du delta du Dniepr qui est aux mains des Russes. Dernier point, David, tout le monde a cela en tête. Cette région russe aujourd'hui inondée était truffée de lignes de défense russes, des dents de dragon, des tranchées, des fossés anti-chars, des rangées de barbelés. Eh bien, regardez sur cette carte, certaines bordaient le delta du Dniepr pour faire face justement aux troupes ukrainiennes qui se trouvaient sur la rive ouest. Eh bien, voilà ce que cela donne aujourd'hui. On voit qu'une partie de ces lignes de défense a bel et bien disparu sous l'eau. Et je précise, David, que depuis que nous avons réalisé cette carte, la situation a encore évolué. Cela veut dire que cette partie pourrait également désormais être inondée. Merci Justine. Il y a beaucoup de points, on va les prendre dans l'ordre. D'abord, la paternité de la destruction. Donc, vous avez entendu la prudence de Washington, vous avez entendu que Londres revient en arrière également. Pierre, est-ce que vous êtes surpris par cette prudence où vous dites effectivement, il faut rester réservé ? Alors écoutez, ce sont des États qui se prononcent, et donc quand ils s'engagent pour dire voilà la responsabilité de tel ou tel côté, c'est la parole de l'État qui s'engage, donc on peut comprendre qu'ils prennent le temps pour regarder tous les points. Si rapidement on regarde les hypothèses qui ont été évoquées, l'accident, les fissures et le barrage qui cède tout à coup, alors je n'y crois pas, puisqu'il y avait du personnel de maintenance russe et des personnels militaires sur le barrage lui-même, notamment pour faire des inspections régulières, etc. Et pour en avoir parlé hier avec un très grand patron français, très grand spécialiste du BTP, c'est un ouvrage d'art considérable. Il fait plus de 3 km de long, je crois 30 mètres de hauteur, vous avez l'épaisseur, il y a quasiment une route, un énorme tablier qui passe dessus. Ce sont des ouvrages d'art qui sont justement taillés pour résister à la pression des eaux, qui ont des systèmes de vannes pour évacuer si la pression est trop forte.
mais il n'y a jamais eu d'information sur le fait qu'il y avait des fissures telles que le barrage puisse céder. Donc je ne crois pas à cette hypothèse. Après, deuxième hypothèse, les Ukrainiens. Vous imaginez la réunion avec le président Zelensky et un tout petit cercle, notamment des forces spéciales, en disant écoutez, notre peuple a été massacré, violé, détruit, brûlé, etc. Eh bien, on va l'inonder, parce que pour des impératifs que je ne vois pas très très bien. Et en plus, on va polluer cette zone pour très très longtemps et on va détruire encore un peu plus notre territoire. Bon, ça me paraît douteux. Douteux d'autant plus que les Russes ont accusé les Ukrainiens d'avoir bombardé. Tout ça se passe dans la nuit, puisque apparemment c'est vers 5h du matin que le barrage cède. 2h50. 2h50, alors un peu plus tôt, donc vraiment en pleine nuit. Et les Russes ont accusé les Ukrainiens d'avoir frappé le barrage. Il faut bien comprendre que pour détruire un barrage comme celui-ci, par des frappes de missiles de croisière, de bombes, etc., il faut 4, 5, 6 jours de frappe. 4, 5, 6 jours de frappe. Et oui, parce que c'est colossal. C'est colossal comme ouvrage. Et par ailleurs, en faisant ça, vous auriez sur les parties qui restent émergées des tas de trous, des impacts d'obus, parce que tous les obus n'arrivent pas dans le mètre carré qu'il faut viser. Vous auriez partout des destructions. Ce qui me frappe là aussi, pardonnez-moi de mettre en avant ma modeste expérience d'officier du génie, alors j'ai fait sauter des choses, mais plus petites que celle-ci. Les bâtiments, on va tout savoir. Les bâtiments qui restent encore en place, les fractures sont nettes. Les fractures sont. On va les regarder. Voilà, les fractures sont nettes. Vous voyez, vous voyez aucun. Et sur les vues un peu plus aériennes où on voit le tablier du barrage, vous n'avez aucun impact d'obus, de missiles, etc. Pour arriver à détruire un barrage comme ça sur une portion aussi importante, il faut avoir miné à l'avance le barrage, ce que les Russes ont fait, et il faut plusieurs tonnes d'explosifs. Plusieurs tonnes. Il m'est arrivé de faire sauter, à la demande d'un agriculteur, un blocos allemand qui était dans son champ et qui le gênait. Je me souviens qu'on a mis 150 kilos. C'était un petit blocos, c'est pas ceux qu'on voit en Normandie, qui sont des énormes bâtiments qui ressemblent à des navires échoués. On a mis 150 kilos d'explosifs à l'intérieur pour le décaloter. Et après, il fallait mettre des explosifs avec des calculs d'angle et de charge pour soulever le plat. Donc, pour arriver à une brèche aussi importante, il faut que, à l'intérieur du barrage, profitant du fait que plus vous placez vos explosifs en milieu confiné, plus la puissance de l'explosif est importante. Plus vous le placez à l'extérieur, moins elle est forte. C'est-à-dire tout ce qui permet la concentration, si vous voulez, de la puissance dégagée par l'explosif. C'est pour ça qu'on va, les sapeurs qui sont spécialisés dans la destruction vont chercher justement à comment dirais-je, après avoir placé la charge, à pouvoir l'ensevelir ou chercher justement des endroits clos pour avoir un effet démultiplicateur. Donc, c'est signé. Donc je ne vois pas comment les Ukrainiens se seraient ramenés avec 10 tonnes d'explosifs sur le barrage, auraient pu y pénétrer, auraient pu les placer, auraient pu les faire exploser. Donc, moi, je suis plutôt sur la piste russe pour toutes ces raisons. Très intéressant. Pourquoi Londres, aujourd'hui, Washington, dès hier soir, sont alors le pied sur le frein ? Je ne sais pas. Là, honnêtement, je ne peux pas répondre. Vincent ? Alors, une hypothèse. D'abord, quand on regarde de près ce que disent les Américains, y compris les officiels, prudence, oui, mais pas tout à fait équidistance. C'est-à-dire que, par exemple, Kirby, dans sa prise de parole, dit que Washington est en train d'évaluer les rapports incriminant les Russes, pour le cas échéant les valider. Et par ailleurs, la chaîne NBC... Mais pardon, ce que dit Pierre ce soir, c'est clair comme de l'eau de roche. Si on additionne tous ces éléments, c'est vrai qu'on aboutit à une conclusion qui semble imparable. Pour revenir à votre expression, David, vous disiez « signer », point d'interrogation, je dirais qu'il reste à authentifier la signature. Et j'observe que la chaîne américaine NBC, elle, a précisé que les autorités américaines disposaient de renseignements, je cite, « solides et convergents » en attente de déclassification et de confirmation. Donc, voyons ce qui va se passer. Il se peut aussi que les Américains soient soucieux de se distancier, même symboliquement, des décisions qui sont prises ou pas par les Ukrainiens, pour ne pas être eux-mêmes incriminés par la propagande. De quelle décision parlez-vous ? Non, je veux dire simplement qu'il est
Des déclarations. Voilà, il est, me semble-t-il, de bonne politique de rester sur une ligne, celle de la doctrine américaine, c'est-à-dire, bon, on regarde ailleurs parfois, mais on ne veut pas que des armements américains soient utilisés sur le territoire russe, par exemple, etc. etc. Donc cette ligne tente à crédibiliser la parole américaine. Alors, vous savez, on connaissait la politique de la terre brûlée. Moi, je crois aussi à la politique de la terre noyée. Et je regarde un peu l'histoire également, comme Pierre le fait souvent. 1941, qu'est-ce qui se passe ? Bon, Staline, l'armée soviétique, bombarde quel barrage hydraulique ? Celui de Zaporijjia, pour entraver l'avancée des troupes allemandes. Alors, je ne veux pas du tout tomber dans le réflexe pavlovien, vous savez, un peu simpliste, encore un coup des Russes. Non, non, mais si on aligne, et je vais être très rapide là-dessus quand même, tous les éléments factuels dont on dispose. La thèse de l'usure, moi je veux bien, mais enfin, il y a quand même, semble-t-il, des témoignages qu'il va falloir là encore valider, qui tentent à montrer qu'il y a eu une explosion assez violente dans la salle des moteurs. Bon, donc ça ne peut pas être imputé uniquement Parce que ces témoignages, ils ne sont pas incontestable, semble-t-il, pour l'instant. C'est bien pourquoi je dis qu'il va falloir les valider. Bon, la société ukrainienne qui s'appelle Ukrhydroenergo estime qu'il s'agissait d'explosifs placés donc dans la salle des moteurs. Vous avez un groupe de partisans de Crimée qui s'appelle le groupe Atesh, qui lui incrimine directement le 1er bataillon de la 205e brigade d'artillerie motorisée russe. Là encore, à vérifier, mais il y a des éléments factuels. Et puis, toujours un dernier point, le fameux cui bono, à qui profite. Moi, j'ai consulté là tout à l'heure les avis de très nombreux experts militaires plutôt réputés. Et ça, on va venir sur les conséquences. Et donc, juste une phrase pour terminer, pour dire que la somme arithmétique de leurs analyses tente à démontrer quand même que ça gêne davantage à l'instant T les Ukrainiens que les Russes. Bon. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir une preuve, d'une certaine manière, de l'implication russe directe ? Quelle serait cette preuve ? Quand les Américains attendent, quelle serait cette preuve ? Est-ce que là-dessus, vous avez un élément de réponse, Isabelle ? Non, je ne sais pas quelle peut être la preuve, mais par contre, j'ajouterais bien plusieurs arguments à ce qu'ont dit Vincent et Pierre. C'est que les Américains, depuis 2003 et puis depuis le mensonge sur les armes chimiques de Saddam Hussein, ont quand même un espèce de traumatisme dans leur rapport à la vérité et à la réalité. Donc aujourd'hui, un chef d'État américain ne peut pas incriminer directement les Russes s'il n'a pas encore la preuve. Ça ne veut pas dire que leur suspicion ne soit pas tournée vers les Russes, mais il y a une espèce de prudence qui date de cette époque. Je rajouterais aussi que le pouvoir de Vladimir Poutine s'est assis sur un autre type d'explosion, qui était l'explosion de plusieurs immeubles dans la banlieue de Moscou, pour justifier en fait à la fin des années 90, une nouvelle guerre en Tchétchénie, et que dans ces immeubles d'ailleurs il y avait, ces immeubles étaient habités par des Russes. On a à l'époque trouvé une équipe du FSB qui a été prise la main dans le sac, et malgré ça, ça a été très compliqué. L'enquête a duré des années, et des enquêtes ont finalement réussi à expliquer les faits, mais ça a pris vraiment des années. Autre chose, quand on dit que les Russes, effectivement, des militaires russes ont été victimes, des Russes sont victimes aussi, mais quand on regarde tous les faits d'armes de Vladimir Poutine, on voit que la vie humaine pour Vladimir Poutine n'a absolument aucune importance, et pas plus celle des militaires. Vous voulez dire, si ça fait mal à l'ennemi, même s'il y a quelques morts dans mes rangs, c'est pas si grave que ça. Vladimir Poutine a quand même laissé mourir, je ne sais plus combien, 200 et quelques personnes dans ce sous-marin, le Kursk, qu'il avait refusé de secourir. Il avait refusé aussi l'aide occidentale. Quand il y avait moi, j'ai suivi les nombreuses prises d'otages des Tchétchènes dans le sud de la Russie, et quand les Spetsnaz et les hélicoptères et toutes les forces spéciales russes arrivaient, elles tiraient dans le tas contre l'hôpital ou contre le village dans lequel s'étaient retranchés les preneurs d'otages russes, et elles tuaient massivement des citoyens russes. Donc la vie humaine, ça peut pas être en fait un argument. Dernière chose, depuis le début de la guerre, depuis très longtemps d'ailleurs, mais particulièrement depuis le début de la guerre, on a vu que le principe de l'accusation inversée est une pratique systématique de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine attaque l'Ukraine,
il dit que l'OTAN a attaqué la Russie. Et en fait, on peut reprendre depuis 15 ans tous les grands événements, et c'est toujours la même chose. Voilà. Ça ne veut pas dire à 100%, ça ne veut pas dire qu'on a des preuves, ça veut dire que quand même la suspicion pèse vraiment très lourdement du côté russe. Je vous donne la parole, Valéria, mais un mot là-dessus, Pierre. Si les États-Unis attendent d'avoir un élément, un smoking gun, le pistolet fumant, pour pouvoir incriminer les Russes, quel peut être cet élément? De quel type serait-il? Une image satellite, un témoignage Ça peut être les sources dont ils peuvent disposer au Kremlin, parce que visiblement, ils en ont. Donc c'est peut-être par ce biais-là. Arriver à savoir précisément qui a donné l'ordre et qui a déclenché les différentes explosions pour faire péter le barrage. Est-ce que c'est vraiment clairement un ordre de la chaîne de commandement militaire? Est-ce que c'est, quand vous voyez la pagaille avec Prigojine qui en est à capturer et à casser la figure d'un lieutenant-colonel de l'armée russe parce que Prigojine accuse ce lieutenant-colonel d'avoir fait tirer sur ses propres soldats, vous voyez bien qu'il y a quand même un peu du flottement. Donc il est possible que les Américains cherchent à savoir, d'abord, est-ce que c'est vraiment bien les Russes? Quel concours de circonstances a conduit à cela? Est-ce que c'est une décision au plus haut niveau mise en œuvre? Donc c'est peut-être, et à mon avis, là, le renseignement humain est très, très important, parce que tous les autres renseignements techniques, je pense qu'au moment où nous parlons, Joe Biden, a priori, doit quand même avoir pas mal de choses sur la table. Alors, Valéria, je voudrais vous entendre sur les dernières réactions russes. Vladimir Poutine a pris la parole sur le sujet de ce barrage lors de sa conversation avec Erdogan. On reviendra sur la proposition de médiation d'Erdogan qui dit « Moi, si vous voulez, je peux me charger d'une enquête indépendante pour départager les uns et les autres ». Voilà ce que dit Vladimir Poutine. L'acte barbare ayant visé à détruire la centrale de Kakhovka a conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire. Il ne pointe pas du doigt directement l'Ukraine, mais c'est implicite. Et puis, la télévision publique s'empare du sujet. On envoyait un premier extrait hier. Pour Soloviev, c'est un coup des HIMARS. C'est un coup de ces lance-missiles, de ces lance-roquettes multiples dont l'armée américaine ou britannique a équipé les Ukrainiens. Écoutez. Соединенные Штаты Америки дали добро на удары своими «Хаймерсами» по гидросооружениями Каховской ГЭС, уничтожение которой вообще не имеет ничего общего с интересами России. Боятся они, самое страшное, уничтожения дамбы Киевской. Потому что вот там, если ее, не дай бог, что-то с ней случится, погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот Киевская дамба, вот это страшно. И здесь никакого ядерного оружия будет не нужно. Montage Marion Désert. Est-ce qu'on est là dans la rhétorique, dans ce cas de figure classique dont parlait Isabelle? À chaque fois que je suis accusé, eh bien je renverse l'accusation. Alors, il y a de ça. Après, effectivement, il faut attendre aussi les preuves matérielles de qui a commis le crime et à qui il profite le plus. Mais en l'occurrence, tout indique que les Russes avaient les moyens, puisque c'est eux qui occupaient le barrage et qui avaient l'accès exclusif au barrage. Donc le faisceau d'indices fait que, je ne vais pas faire la criminaliste du coin, mais le faisceau d'indices qui a été expliqué sur ce plateau indique vers la responsabilité russe. Donc les preuves sont à attendre, mais effectivement, les prises de position russes en accusant l'autre, c'est assez récurrent, ce n'est pas nouveau. Et là, en l'occurrence, ça vient renforcer en plus le discours de Poutine et de ses propagandistes sur le fait que les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien est un gouvernement nazi corrompu, qui ne s'occupe pas de sa population, qui est prête à
tout, même à détruire sa propre population, son propre territoire, pour se victimiser, alors que les Russes n'y sont pour rien. Donc, c'est-à-dire que ça vient à nouveau accréditer cette thèse ils font du cinéma entre l'Occident et l'Ukraine, ils sont prêts à aller très très loin, et que nous, on n'avait aucun intérêt à le faire, et c'est une catastrophe. Donc, c'est le narratif, finalement, qui est maintenu depuis le 24 février. C'est pas de leur faute. Ils étaient obligés. Et de toute façon, ils ne visent jamais les civils, et ils font le maximum pour dénazifier l'Ukraine. Donc, Deux questions précises, puis je vous donne la parole. Je vois que vous voulez ajouter une chose, Pierre. Oui. Non, la première, est-ce que dans un cas comme ça, des explosifs placés dans la salle des machines, on l'a dit, donc dans un milieu fermé pour avoir plus d'impact, est-ce que les satellites qui sont plus ou moins braqués en permanence, on imagine des satellites espions occidentaux ou ukrainiens, cette image-là, on ne pourrait pas l'identifier? Si, je pense que normalement on peut l'identifier, mais il y a d'autres images, et ça reboucle avec ce que je voulais dire. Depuis 15-16 mois, les Russes accusent, notamment les Américains, les Anglais, de tas de choses. Ils ne mettent jamais aucune preuve sur la table. Aucune. Là, il y a des vidéos sur un ouvrage d'art, qui est un ouvrage d'art stratégique, qui est tenu militairement, qui a fait l'objet l'année dernière d'une contestation militaire sur un des points d'accès. Vous mettez des vidéos partout, des vidéos surveillance pour prévenir justement une pénétration de commando ou n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des images de ce qui s'est passé à 2h30 du matin côté russe. Donc si ce sont des HIMARS ou d'autres vecteurs ukrainiens, il y a des images. ça apporter la preuve. Voilà, même si après les Russes, on peut toujours penser qu'eux-mêmes ont pu tirer sur le barrage artificiellement pour avoir ces images, les présenter avant de faire exploser. On peut avoir des choses combinées, mais il n'y a jamais d'éléments. Donc, pour répondre à votre question, oui, normalement, les satellites sont capables d'identifier s'il y a eu une explosion ou une série d'explosions. Et par ailleurs, les Russes ont des vidéos de ce qui s'est passé. Bah, écoutez, qu'ils montrent leurs éléments. Et la deuxième question, c'était est-ce que ça vous semble être une bonne idée qu'il y ait une enquête diligentée sous la responsabilité de la Turquie ou d'Erdogan pour... enfin, est-ce que ça peut déboucher? Voilà, est-ce que ce serait constructif, productif? À mon avis, ça donnera le même résultat que les commissions d'enquête sur la destruction d'un avion de ligne dans le ciel ukrainien par des missiles sol-air Buk russes fournis aux séparatistes. Alors j'ai un petit doute sur la date, 2014, c'est ça. 2014. Il y a une commission internationale, etc., qui conclut au fait que ce sont bien des systèmes sol-air russes qui ont tiré. Les Russes ont bloqué après complètement la poursuite de cela. Rappelez-vous aussi la façon dont Poutine intervient en Syrie pour s'interposer après le refus d'obstacle de Barack Obama, en disant « Attendez, je me pose en intermédiaire, c'est moi qui vais régler le problème des armes chimiques de Bachar et l'Assad. » Bon, j'aurais été certain de savoir où se trouvent ces stocks d'armes chimiques aujourd'hui. Là, c'est la Turquie qui serait l'intermédiaire. Oui, mais je doute que la Russie, si elle est responsable de cela, va pas laisser les experts turcs se balader sur le barrage pour faire leur... Et ça durerait des années sans forcément aboutir à quoi que ce soit. Et il faudrait constituer du coup une équipe pluridisciplinaire, turque, mais aussi ukrainienne, mais aussi russe, parce que ni l'un ni l'autre ne voudra que les Turcs soient seuls sur le terrain. Et donc, ça aboutira pas... Plutôt un rideau de fumée, oui Vincent. Oui, je pense que l'hypothèse d'une commission d'enquête est parfaitement chimérique. On n'est ni dans un fjord scandinave, ni en Suisse romande. Ça supposerait qu'il y ait un accord pour valider la composition d'une équipe effectivement pluridisciplinaire et je dirais plurinationale, voilà, multinationale. Et franchement, ce n'est pas l'atmosphère. Juste un point rapide, parce que je pense que Pierre, d'une certaine manière, a balayé préventivement l'hypothèse que l'on entendait à l'instant émise par Vladimir Soloviev. HIMARS, si un HIMARS avait frappé, précisément, il y aurait des traces, des éclats, il y aurait la puissance du HIMARS serait lisible. Et tout dernier point sur les moyens qui pourraient permettre, le moment venu, d'apporter la preuve, outre l'armada satellitaire que vous avez évoqué, on pourrait envisager, par exemple, l'hypothèse d'une communication téléphonique qui aurait été interceptée. Alors, on sait que les Russes ont fait quelques petits progrès en matière de cryptage et de brouillage, mais on ne peut pas exclure, au-delà du renseignement humain et de l'armada satellitaire, à un moment donné, que l'on puisse valider
et authentifier une communication entre X et Y. Oui, Pierre. Oui, Jérôme Garraud, notre correspondant à Moscou, s'est rendu sur ce barrage l'année dernière, en a rapporté des images, je ne sais pas si elles sont disponibles, mais les images du barrage On va les intact, il faut voir le mastodonte que ça représente. Vous pouvez tirer du HIMARS dedans, encore une fois, il faudrait plusieurs jours de tir au même point pour arriver véritablement à fragiliser. C'est une muraille de Chine en réduction. Ce sont des ouvrages d'une dimension. Les voilà, ces images de Jérôme Garraud. Voilà, et considérable. Alors, voilà, regardez le volume de cet ouvrage d'art. C'est absolument considérable. Alors, et encore une fois, il y aurait des traces, effectivement, de missiles et d'impact sur les restes du bâtiment. ultime question sur ce point-là. Et là, on va regarder la carte pour être au clair. Et vous y faisiez allusion, Isabelle. L'intérêt militaire de ce bombardement, c'est-à-dire qu'il s'agirait de s'assurer que la contre-offensive ukrainienne ne pourrait plus venir désormais de la ville de Kherson ou de ce front sud délimité par le Dniepr. On va la voir, cette carte, parce que désormais, c'est ce que nous montrait Justine, désormais, ce fleuve, ce Dniepr, serait beaucoup trop large pour pouvoir mener une opération. Alors hier, on entendait spécialistes militaires expliquer que, de toute façon, la contre-offensive ne pouvait pas venir de cet endroit-là. Mais, entre-temps, on a eu ces images de l'OTAN qui répétaient des opérations de ce genre-là. On les voyait en début d'émission, en assemblant cette barge immense pour traverser le Danube. Donc, on est à 200 km là, de l'Ukraine, et on voit à quoi ressemble une opération de montage d'une barge qui permet... Oui, voilà, allez-y. ça, c'est un bac... Là, on voit le pont flottant qui est assemblé, et puis vous avez aussi des bacs portières, comme on en a dans les campagnes aujourd'hui, quand il faut traverser une rivière où vous mettez votre véhicule sur une espèce de barque avec un plateau qui vous fait traverser. Donc vous avez aussi la possibilité, vous avez évidemment, ça c'est le passage le plus facilité, mais il est facilement repérable et attaquable par des avions de combat ou des drones armés. Et donc vous avez des bacs portières, c'est-à-dire en fait c'est une portion de pont sur lequel il va y avoir 3-4 véhicules qui vont être poussés par les barges qui poussent. Là, tout ça, c'est le génie qui gère cette affaire-là et qui va permettre de faire traverser sur ce que les sapeurs appellent une brèche humide, donc des véhicules sans avoir à monter nécessairement un pont aussi imposant, mais aussi visible de la part de l'ennemi. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'une contre-offensive sur ce front-là, en traversant le Dniepr, était envisageable? Ce qu'on sait, j'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est que... Ou le reste aussi aujourd'hui, peut-être. Les Ukrainiens ont demandé aux Occidentaux des moyens du génie. La France en aurait fourni. La France, dans sa loi de programmation militaire, en tire les enseignements parce que l'arme du génie, qui comprend notamment des moyens de franchissement, a été plutôt un peu maltraitée ces dernières années parce qu'on considérait qu'au Sahel, vous n'avez pas franchement besoin de bacs portières, de ponts flottants, les bacs gillois de l'ancien temps, etc. Et là, on est en train de redécouvrir tout cela. Alors, est-ce que ça aurait été suffisant? Parce que avant l'inondation, je crois que du côté de Kherson, c'était plus d'1 kilomètre la largeur du Dniepr. Donc ça fait quand même des sacrées distances à parcourir. Mais là, le Danube, à cet endroit-là, visiblement, il fait 2, 3, 4 kilomètres de large. Mais ça suppose quand même, pour y parvenir, parce que là, ici, il y a un exercice en toute quiétude. Oui. Imaginez la même opération sous le feu. Donc ça suppose que préalablement, vous ayez eu les moyens, le potentiel pour faire reculer toute l'artillerie russe, pour l'empêcher justement d'entraver ce type d'opération. Donc pour vous, ça ne pouvait pas être un scénario étudié par l'armée ukrainienne pour sa contre-offensive, Isabelle? Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, tous les indices qu'on a sur les possibles départs des contre-offensifs peuvent aussi bien être de véritables informations que des leurs. Parce que de toute façon, la seule chose qui est certaine, c'est que l'état-major ukrainien ne dévoilera pas à l'avance ses projets d'offensif. D'ailleurs, ni les Américains, s'ils sont associés, et ils le sont sans doute pour une partie, au projet de contre-offensive ukrainienne. Il y a certaines théories qui, en fait, se projettent dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent et qui disent que finalement, ça pourra faciliter le travail, le possible franchissement du fleuve, parce que ça pourrait
assécher le nord, provoquer un assèchement au nord du fleuve, et que là, finalement, ça pourrait être plus facile de traverser ce fleuve. Donc à 200, 300, 400 km plus au nord, ça ouvrirait des passages. Moi, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que là, dans les jours qui viennent, si les Ukrainiens avaient voulu faire déployer des blindés au-dessus du fleuve, ça paraît relativement compromis. Pierre. Oui, et puis là, je pense, vu le volume d'eau qui s'est répandu, alors certains, il y a des sources différentes qui disent, mais ça va être absorbé par la terre assez rapidement, et j'en suis pas sûr. Et après, une fois que c'est absorbé, quelle est la nature de la terre? Est-ce qu'elle va rester boueuse? Est-ce que vous allez avoir des zones marécageuses, etc. En tout cas, à mon avis, ça gèle cette zone pour toute opération de combat. Ça la gèle. Ça la gèle et ça. Donc il y a un intérêt militaire pour les Russes. De ce côté-là, on est tranquille. Non, ça arrange les Russes dans le sens où il est certain que rien ne se passera de ce côté-là. Voilà. Et donc ça peut les amener à faire pivoter certaines de leurs troupes qui étaient dans la zone de Kherson occupée. Il faut bien voir que pour les Russes, ce qui est important, c'est la Crimée derrière. C'est ça qui est essentiel. Donc ils ont encore les 2/3 de l'oblast de Kherson en main. Là, avec ce qui se passe, ils sont tranquilles. Voilà, entre guillemets. Donc il y a quand même un gain. Il y a un gain. C'était une des portes de la Crimée, mais en fait, quand ceux qui considèrent que l'offensive ukrainienne a déjà commencé remarquent que, en fait, elle a lieu. C'est une offensive très dispersée et qui vise, pour l'instant, davantage à déstabiliser le centre de l'armée russe et le cœur du pouvoir politique. Enfin, Belgorod, c'est les effets politiques et psychologiques de Belgorod sont extrêmement importants, et il est difficile de dire que ça ne fait pas partie au moins des prémices d'une contre-offensive. Donc la Crimée était peut-être prévue pour dans 3 mois. Là, l'eau aura eu le temps de sécher. Hein. Il faut avoir l'honnêteté d'admettre que nous souffrons ici d'un colossal handicap, c'est que nous cherchons toujours à essayer de dénicher une rationalité dans les décisions qui sont prises. On ne peut pas exclure qu'il y ait quelque chose d'irrationnel. C'est-à-dire que la rationalité consisterait à dire, ben oui, élargir le fleuve, c'est rétrécir le front. Rétrécir le front, c'est donc mécaniquement la possibilité de redisposer des forces au lieu de les étirer. Bon, et c'est éviter donc une élongation coûteuse en termes stratégiques. Mais il n'est pas du tout exclu que la décision soit absurde, qu'elle ait été prise d'une manière un peu irrationnelle, et que, par exemple, il y aurait un indice qui plaiderait en ce sens, c'est que les conséquences sur les positions russes elles-mêmes, on en a parlé tout à l'heure, avec les tranchées inondées, avec les dispersions des mines, qui peuvent être aussi fatales à des soldats russes, avec le coefficient d'indifférence humaine qu'évoquait Isabelle tout à l'heure, on ne peut pas du tout exclure que ce soit ça la réalité. Hier, on parlait d'une vengeance possible. Et sur l'approvisionnement de la Crimée en eau aussi. Oui. Hier, on parlait d'une vengeance possible. L'idée d'une vengeance, l'idée d'une punition, l'idée du terrorisme finalement, terroriser les populations. Mais moi, je vais rejoindre Vincent, c'est-à-dire que la rationalité a peu de place depuis le 24 février 2022. Avoir mis autant de moyens à creuser les tranchées, à avoir posé ces dents de dragon, tout ça pour les inonder derrière, voilà. Mais en même temps, les Russes font que peu de cas de la dépense énergétique et de l'humain sur le terrain. On a vu ce qu'ils ont fait à Bakhmout, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des fantassins à tir-larigot pour épuiser les Ukrainiens et surtout leur stock de munitions. Donc, ils sont capables de tout. Maintenant, on peut aussi attendre la preuve. Effectivement, les spécialistes disaient que c'était le passage le plus court pour aller en Crimée, mais à la fois qui était très peu praticable, parce qu'au-delà du fleuve, il y a les marécages derrière, et donc du coup, le matériel lourd s'enfoncerait de manière irrécupérable, donc il y aurait des pertes matérielles qui n'étaient pas forcément utiles. Ne cherchons pas forcément la rationalité. Ne cherchons pas la logique, oui. Une phrase pour aller encore plus loin, moi j'irais même jusqu'à dire que la recherche de la rationalité et en fait l'analyse de la situation avec nos yeux rationnels et cartésiens d'Européens occidentaux, c'est justement ce qui nous a empêchés d'anticiper la catastrophe du 24 février 2022.